Bienvenue chez les monstres ordinaires, 22 nouvelles qui décrivent la rencontre entre un bourreau et sa victime. 11 nouvelles se passent dans le passé, 11 autres se déroulent dans le présent. Elles ne finissent pas toujours mal, mais en général c'est le cas. Jour de fête, nous sommes dans le passé, dans l'Ouest américain, à l'époque des guerres indiennes. John Smith était chasseur de primes professionnel. Jeune, il avait choisi cette profession par goût du risque et de l'aventure. Plus tard, il y avait trouvé un intérêt financier. Maintenant, il travaillait par plaisir. Lorsqu'il dégainait son revolver, il se prenait pour Dieu et ressentait un immense plaisir que ceux qui n'ont jamais tué ne peuvent concevoir. Élevé à la dure dans un ranch par un oncle qu'il avait recueilli après l'assassinat de ses parents, John n'aimait pas les êtres humains. Partout où il allait, il ne voyait que pourriture et mauvaises actions. Malgré ce dégoût, il avait choisi la légalité. La monstruosité de l'homme exigeait des lois solides qui le tiennent en laisse. Il s'était donné la mission de chasser ceux qui enfreignaient ses règles. Bien sûr, John y avait un intérêt, il prenait du plaisir. Néanmoins, il était convaincu d'accomplir une œuvre utile pour la société. De plus, il exerçait un métier dangereux. Ceux qu'il appelait ses clients étaient violents et rapides au revolver. Habitués à tuer, ils ignoraient la peur, quoique il leur arrivait aussi de trembler. John savait goûter ces secondes où sa victime découvrait qu'elle n'avait pas en face d'elle une brebis inoffensive, mais un des meilleurs tireurs de l'Ouest. À ce moment, il fallait les voir, ces terreurs, rusant pour gagner du temps, cherchant une complicité. On est pareil, lui hurlait-il, incapable de le comprendre. Alors il se contentait de nier lentement de sa tête rectangulaire. En effet, il possédait un faciès particulièrement allongé, garni d'un large front, d'immenses oreilles, d'un nez pendant et de lèvres délicates. Du haut de son immense taille, il aimait sentir le doute parcourir le corps d'un adversaire, en général bien plus petit que lui. Néanmoins, il y avait des risques. Le principal était l'inconnu. Et souvent, l'appât du gain les guidait vers cet inconnu. Comme en ce jour où il se dirigeait vers cette cité du sud-ouest des USA, aux prises avec une tribu Miwok. Pour la première fois, il allait s'attaquer à des Indiens. Jusque-là, il n'en avait jamais rencontré, hormis quelques mendiants isolés à l'extérieur des villes. Il n'était pas rare que des cités fassent appel à leur service. Les honnêtes gens, de par leur honnêteté même, se trouvaient souvent pris au dépourvu devant le mal. Aussi avait-il besoin de gens de son espèce, capables d'utiliser contre des bandits les armes que les malfaiteurs opposaient aux gens irréprochables. Pour ce service, la société les rémunérait, ce qui n'était que justice. Tous les chasseurs de primes du pays s'étaient passé le mot comme chaque fois qu'il y avait du pognon à se faire en toute légalité. Il arriva sur son cheval. Quelques regards lui jetaient des airs suspicieux. Suspicion qui cessa lorsqu'on le vit descendre devant le bureau du shérif. Il entra, se présenta. Le représentant de l'ordre éclata de rire. « Encore ? Décidément, nous ne sommes pas les seuls à détester les Indiens. Enfin, nous ne serons jamais assez pour nous débarrasser de cette engeance. » Il lui expliqua qu'une tribu Miwok située à 30 lieues d'ici représentait un danger pour eux. « En quoi ?» demanda John perplexe. « Pardon ?» Il répéta sa question et avoua qu'il ne connaissait pas bien les Indiens. Le shérif, à ce moment, lui raconta ce qu'ils étaient. Des voleurs, des assassins, des païens. Tous, s'étonna John. D'habitude, vous vous attaquez à des hommes qui se sont volontairement mis en dehors du droit chemin et qui représentent une menace pour les honnêtes citoyens. Notre combat est d'une autre nature. Nous devons affronter une race qui ignore nos lois et menace toute notre civilisation. Voici les tarifs. Un homme adulte, $10. Une femme ou un enfant, 5. Il faut tuer des femmes et des enfants ? Bah oui, puisqu'ils font partie de la tribu. Devant la perplexité de John, le shérif s'expliqua. Si on les épargne, leurs enfants grandiront et se vengeront. Ils ont la vengeance dans le sang. Quant à leurs femmes, ce n'est pas de notre faute s'ils s'en servent pour multiplier les petits Indiens, croyez-moi. Le seul bon Indien est un Indien mort. Je comprends que pour un homme ne vivant pas ici, certaines réalités sont difficiles à admettre. Lisez la Bible, et vous verrez que quand il s'est agi de punir Sodome et Gomorrhe, Dieu lui-même n'a pas fait le détail. Nous ne faisons que suivre son exemple. Cette remarque acheva de convaincre John.
Néanmoins, fidèle à son principe, il se promit de ne s'attaquer qu'à des hommes mûrs capables de se défendre. Mais le chasseur de primes n'était pas au bout de ses peines, car l'homme de loi lui demanda « Vous avez déjà scalpé quelqu'un ?» Devant la surprise du tueur, il crut bon de préciser « Et comment voulez-vous que nous calculions le nombre de Miwokwa que vous aurez tués ?»« Je croyais que seuls les Indiens scalpaient. »« Avec les barbares, il faut utiliser les armes des barbares. Ce n'est pas un chasseur de primes que je vais apprendre ça. » John approuva et le shérif lui expliqua comment on faisait pour ôter la chevelure d'un cadavre. Il lui indiqua également l'endroit où se trouvait le campement ennemi. Il lui précisa qu'officiellement, leur cité réprouvait ces assassinats car ils avaient fait la paix avec la tribu. Quand il vit la réaction étonnée de son vis-à-vis au moment où il prononçait le mot paix, le shérif raconta que, contrairement aux Blancs, les Indiens considéraient les traités comme un moyen leur permettant de poursuivre leur forfait plus aisément grâce à la naïveté de leurs ennemis. Comme je vous l'ai déjà dit, nous ne faisons qu'utiliser leurs propres armes. C'est à cette politique que nous devrons notre survie. John devait donc tuer avec discrétion avant de faire disparaître le corps, à l'exception du scalp, preuve de son travail et justificatif indispensable à sa rémunération. Le chasseur de primes descendit à l'hôtel où on lui offrit un bon repas. Les tueurs à gages, en général mal vus, étaient pour une fois bien accueillis. 3 collègues jouaient aux cartes. Il se joignit à eux dans une partie de poker où il perdit un peu de sous. Certes, ils auraient pu unir leurs efforts, mais partager les primes n'était pas dans leurs habitudes. Inutile de chasser en bande. Paraît qu'ils sont inoffensifs comme des agneaux, affirma celui qui venait de gagner le prix de 2 scalps au jeu. La partie terminée, John monta dans sa chambre, prit un bain et s'étendit sur le lit. Il partirait demain à l'aube. Cette mission était curieuse. Il n'avait jamais vu d'Indien à l'état sauvage. Mipontas adorait parcourir seule cette vaste prairie. Presque nue, elle aimait sentir le soleil réchauffer sa peau. De temps en temps, elle se mettait à courir, à perdre haleine, puis s'arrêtait, épuisée. S'étendait dans l'air, fermait les yeux et écoutait le bruit du vent caressant les herbes. Quand elle tournait le dos au soleil, elle pouvait promener ses yeux sur une étendue qui semblait se terminer dans le ciel. Elle se retourna, ferma les yeux pour mieux apprécier les rayons embrasser son visage. Elle entrouvit ses paupières et vit la petite butte derrière laquelle le soleil se coucherait bientôt. Aveuglée par l'astre solaire, elle ne pouvait distinguer les 2 hommes couchés derrière la petite colline qui l'observaient à côté de leurs carabines. On l'avait pourtant prévenu du danger de s'éloigner du camp, surtout depuis que des disparitions inexpliquées avaient provoqué inquiétudes et supputations. En effet, plusieurs membres de la tribu s'étaient esquivés sans raison. Oh, bien sûr, il n'était pas rare que des jeunes décident de quitter la réserve, histoire de connaître le monde, mais en général, ils prévenaient de leur départ. Mipontas n'était pas inquiète. Elle savait que si les 3 jeunes disparus avaient demandé l'autorisation de partir, on la leur aurait refusée. Ils avaient pris la poudre d'escampette et reviendraient chargés de présents ou après avoir détourné un troupeau de bisons, histoire de se faire pardonner. L'inquiétude qu'avait gagné une partie des leurs était sans fondement. D'ailleurs, la guerre avec les Blancs était finie et il n'y avait plus rien à craindre. Et puis, elle aimait cette prairie. On n'avait qu'une vie. Et si ce n'était pas pour en profiter, autant mourir tout de suite. Inconsciente du danger, elle s'approcha de la butte qu'elle se mit à escalader. Derrière la colline, dissimulée par le soleil, un des 2 hommes la mit en joue. Elle devait être à une 40aine de pas, il ne pouvait pas la rater. Son compagnon le retint. Le tireur comprit son intention et sourit. L'Indienne s'approchait d'eux. Quand elle atteignit la partie la plus raide de la colline, elle mit les mains sur le sol et grimpa à 4 pattes. Sa poitrine tombait dans le vide et elle s'amusait à faire bouger les seins en provoquant de petites secousses. De temps en temps, elle les laissait caresser la chaleur d'une pierre plate. Elle gravit ainsi le reste de la colline. Amusés, les chasseurs de primes attendirent patiemment qu'elle arrive jusqu'à eux. Sûrs de la rattraper si elle s'enfouillait, ils se levèrent alors qu'elle n'était plus qu'à quelques pieds de leurs bottes. L'ignorante continuait à monter, le regard plongé sur les endroits où elle posait les mains. Silencieusement, ils plongèrent sur elle, sans lui laisser la plus petite seconde qui lui permit d'esquisser un geste qui aurait de toute façon été inutile. Celui qui, quelques instants plus tôt, s'apprêtait à la tirer tel un lapin, bloquait les mains de l'Indienne contre le sol. Son compagnon, après avoir ôté son pantalon, se jeta sur elle, bloqua les cuisses de sa victime et commença à mordiller son corps. La jeune fille hurlait. Soudain, 4 coups de feu retentirent.
L'homme étendu sur elle s'écroula, la couvrant de son sang. Il était lourd, et elle pouvait à peine respirer. Elle tourna la tête et aperçut le regard vide de l'autre agresseur. Une balle avait traversé son front. À 60 pas de là, John se dit qu'il était venu chasser des Indiens et qu'il attrapait des violeurs. Enfin, avec un peu de chance, ces deux-là étaient recherchés et ils pourraient toucher la prime. Mais comment le savoir? Les ramener au village aurait pris trop de temps et, s'il n'était pas poursuivi, il aurait à se justifier devant un tribunal. Il descendit lentement de son cheval et escalada à son tour la colline, pourvu que la jeune fille soit encore en vie. Elle pourrait témoigner. Finalement, il décida de mémoriser leur visage et de se renseigner. Il reviendrait les chercher s'ils avaient déjà été condamnés et se ferait discret dans le cas inverse. Il le savait, même avec le témoignage de la jeune fille, il n'était pas certain d'éviter les ennuis. Après tout, il était étranger dans le coin. Tout dépendrait du statut social des violeurs et de la réputation de leurs victimes. Si la fille était d'une famille notable et ses bourreaux de simples bergers, John serait un héros. Mais s'il avait transformé en cadavre deux gosses issus d'une bonne famille qui passaient légitimement leur jeunesse au détriment d'une fille réputée facile, il risquait tout simplement la pendaison. Cette action ne lui rapporterait peut-être rien, mais il avait la conscience tranquille de celui qui a bien agi. Finalement, ce qui importait par-dessus tout était l'opinion qu'il se faisait de lui-même. Au moins, aurait-il droit à la reconnaissance d'une jeune fille dont la famille, fût-elle misérable, aurait dorénavant une meilleure opinion des chasseurs de primes. Il adorait voir son rôle de justicier reconnu. Elle ne bougeait pas, pourvu que ses balles ne l'aient pas atteinte. Il s'approcha, souleva le cadavre étendu sur elle. Il la vit le regardant terrifié. Elle se dégagea et se couvrit le corps comme elle pouvait. John observa celle qu'il avait sauvée. Elle avait la peau brune et le soleil n'y était pour rien. Plus de doute, il avait sauvé une Indienne. Dans cet endroit, il aurait dû s'en douter. Lentement, il regarda les cadavres, les deux hommes qui avaient joué avec lui au poker. La jeune fille s'approcha et lui offrit ses mains en signe de remerciement ou de soumission, il ne le sut jamais. Il restait là, immobile, ne savait que faire. Elle aussi demeurait inerte. On aurait dit qu'elle estimait que c'était à lui d'agir. Il essaya de lui parler, mais elle ne comprenait pas l'anglais. Il la vit lui sourire. Il n'allait tout de même pas la tuer. Il la salua, prit son cheval et s'en alla. Il s'en voulait de s'être mis dans un tel pétrin, et se rendit soudain compte qu'il risquait à son tour d'être poursuivi. Si l'on découvrait les cadavres, il n'était pas impossible que l'enquête le découvre. Naturellement, il ne pouvait compter sur la jeune fille, ni sur la compréhension des villageois, surtout s'ils apprenaient la vérité. Il revint au galop sur ses pas dans l'intention de dissimuler les corps. La jeune fille s'en occupait. Elle recula effrayée. Il lui sourit. Elle lui montra 3 scalps dans une sacoche appartenant à ses agresseurs. Visiblement, ils avaient été plus efficaces que lui qui n'avait encore rencontré aucun Miwokwa, hormis la jeune fille. Il se refusa de les prendre. Pas question de recevoir de l'argent en récompense d'une action qu'il n'avait pas commise. De plus, qu'aurait-elle pensé de lui si elle l'avait vu emmenant ses saloperies? Ils enterrèrent ensemble les 2 bandits sous le sable qui surplombait la colline. Il abandonna les scalps à la jeune fille. Évidemment, elle les rapporterait au camp et les préviendrait ainsi des risques qu'ils encouraient. John le savait, mais se refusait à tuer une femme. Qui plus est, une qu'il avait sauvée et qui lui était reconnaissante. Et puis tant pis, qu'elle y aille, on verrait bien. Il se rappela. Celui qu'il venait de tuer lui avait dit que les Indiens étaient inoffensifs. Au moins, si elle les prévient, la lutte sera plus équitable, songea-t-il. Il fallait toujours qu'il ait bonne conscience. Ils se séparèrent d'un salut. L'Indienne semblait regretter qu'il ne l'accompagne pas. Il lui tourna le dos et retourna à la ville où la population était en effervescence. « Ils ont recommencé !» entendit-il à son retour. Avec le shérif, ils allèrent visiter une ferme située un peu à l'écart. Elle était tenue par des Mexicains qui s'étaient installés là parce qu'on ne voulait pas d'eux en ville. Les cadavres gisaient au milieu de la cour, le crâne ouvert. John acquit tout de suite la conviction qu'ils avaient été victimes des violeurs. Finalement, il avait été une fois de plus un justicier. Le problème était que tout accusait les Indiens, pourtant innocents. Cette injustice déplaisait souverainement aux chasseurs de primes. Mais comment faire éclater la vérité? Il décida de semer le doute dans l'esprit de l'homme de loi. Qui vous dit que ce ne sont pas des chasseurs de primes? Quoi? Nous sommes capables de tout, vous savez. Il vit que le shérif n'estimait pas la chose impossible. Si c'est le cas, il faut qu'on le sache, affirma-t-il. Vous m'avez bien dit que vous étiez en paix avec les Miwokwa, demanda John. L'autre confirma l'information.
Si j'y vais comme ambassadeur, je pourrais peut-être en savoir plus. Vous feriez ça? Interrogea l'autre. Pour $100, oui. L'accord fut conclu et le shérif promit de ne rien faire tant que John ne serait pas revenu ou qu'on aurait la preuve de sa mort. À son retour, Mipontas fut considérée comme une rescapée, voire une héroïne. Le comportement des deux brutes avait donné des arguments aux belliqueux du camp. La jeune fille eut beau dire qu'un blanc l'avait sauvée, l'inquiétude gagnait de plus en plus de partisans. Et puis les scalps provoquèrent une angoisse dans les familles des jeunes qui s'étaient éclipsés. Heureusement, une rapide enquête prouva qu'il n'appartenait à aucun membre de la tribu. Mais tout de même, des blancs qui se baladent avec des scalps et agressaient une des leurs, des jeunes qui laissaient leur famille sans nouvelles, tout cela était du plus mauvais effet. Les discussions allaient bon train entre pacifistes et belliqueux. Le dilemme était toujours le même. Respecter la paix si les autres voulaient la guerre, condamner la tribu, mais faire la guerre alors que les autres respectaient la paix conduirait inévitablement à des massacres inutiles. Et puis une mauvaise guerre était toujours condamnée par les dieux. Tout à coup, on annonça qu'un couple de cavaliers pénétrait dans le camp. Les guerriers se précipitèrent à la rencontre des nouveaux venus. Tout de suite, la jeune fille reconnut John et cria la vérité. Le traducteur qui accompagnait le chasseur de primes apprit l'histoire en même temps que les membres de la tribu. « Vous êtes efficace pour scalper les Indiens », ironisa-t-il. À son tour, John lui raconta la vérité, toute la vérité. Depuis qu'il savait les violeurs coupables d'avoir tué des Mexicains, il n'avait rien à cacher. Le chef de la tribu s'avança vers le héros du jour. Grâce à la traduction de l'interprète, il présenta sa tribu aux deux visiteurs. Mipontas les accompagnait. John fit part au chef de l'origine des 3 scalps que la jeune fille avait ramenés. Tout en traduisant les propos des Indiens, le traducteur les commentait. Il profitait des étonnements du chasseur de primes, qui n'avait jamais connu d'autre civilisation que la sienne, pour lui faire remarquer que la cohabitation entre les deux univers était impossible, et qu'un jour ou l'autre, il se ferait la guerre. Tout ce que John voyait le choquait. La nourriture, la saleté, la promiscuité, le manque de pudeur. Comment des gens peuvent-ils vivre ainsi, se demanda-t-il. Parce que ce sont des païens, lâcha son compagnon. Tout à coup, un jeune guerrier se mit devant John, menaçant. Il allait parler, le chef lui dit de se taire, mais le traducteur demanda qu'on le laisse s'exprimer. Le guerrier remercia John d'avoir sauvé la jeune fille, mais rien ne l'empêcherait de considérer les Blancs comme des ennemis, qui, après avoir volé leur territoire, envisageaient maintenant de prendre leur âme. Dans sa fougue, le guerrier conseilla à John de partir, car un jour la guerre éclaterait et il lui déplairait de le tuer. La jeune fille se précipita vers lui et le gifla. Puis elle se retourna vers son sauveur, lui affirma que le jeune homme avait tort et qu'elle soit vivante était justement la preuve que la paix était possible. John continua sa visite. Au fur et à mesure qu'il avançait, sa mine devenait de plus en plus sombre. Il avait espéré un moment imposer la paix et la coexistence entre eux et les Indiens, mais l'évidence apparut à ses yeux, c'était impossible. Il se tourna vers le chef et invita sa tribu à fêter la paix dans la ville des Blancs. La meilleure manière de s'entendre n'était-elle pas de se connaître? « Je ne sais pas si nos concitoyens seront d'accord, » murmura le traducteur avant de transmettre le message. John le regarda, menaçant. « Ils le seront. » La jeune fille trouva l'idée géniale et embrassa John sur la bouche. Tous sourirent et John fut troublé. Ils se virent offrir un repas que le chasseur de primes un moment trouva bon. Le traducteur lui en détailla précisément le contenu. John eut du mal à ne pas tout vomir. Au retour, l'interprète n'arrêtait pas d'insulter le chasseur de primes. « Qu'est-ce qui vous a pris? La petite indienne vous a tourné la tête? Jamais les villageois n'accepteront. Les Miwokwa et nous ne pourrons jamais nous entendre. Sachez-le, ils devront disparaître tôt ou tard. Le plus tôt sera le mieux. » Ces paroles murmurées eurent l'effet de faire taire son contradicteur. John poursuivit sa pensée. « Vous avez raison, ils doivent disparaître. Mais je veux que ce soit sans souffrance. Nous devons nous en débarrasser par hygiène, c'est-à-dire proprement. » Sa visite du camp l'avait convaincu de l'inexorabilité de la disparition des Indiens. Son rôle de justicier était ingrat, mais il avait décidé que sa mission serait de rendre l'inévitable tuerie la moins barbare possible. Les villageois organiseraient une fête, feraient boire les Indiens, puis leur mettraient une balle dans la tête. « Je ne veux pas qu'ils souffrent », ajouta-t-il. Il répéta cette volonté en expliquant son plan au shérif. Tous l'approuvèrent. Les quelques salauds qui auraient aimé accomplir un pillage n'osèrent le dire.
Ils organisèrent le massacre avec le souci d'éviter toute improvisation susceptible de justifier le moindre débordement. Pendant que les villageois feraient boire des Indiens, les chasseurs de primes iraient à leur camp assassiner proprement ceux qui seraient restés sur place. À la demande de John, il fut décidé qu'aucun scalp ne serait pris. La somme prévue pour cette opération serait partagée entre tous les chasseurs de primes. Miponta s'était faite belle pour la fête. Finalement, sa mésaventure allait installer une paix définitive. Elle en ressentait une légitime fierté. Lorsqu'ils arrivèrent, tous les villageois étaient là pour les accueillir. Les blanches avaient mis leurs belles robes, et Miponta s'en ressentit une certaine jalousie. Quelle était sa chance face à de telles beautés? Car elle était tombée amoureuse de son sauveur et comptait sur la fête pour le séduire. Très vite, abondance de nourriture et de boissons s'installa. Les Indiens, accoutumés à la faim, ignoraient qu'il pouvait exister tant d'aliments et s'en donnaient à cœur joie. Le chef, assis à côté du shérif, se demandait comment il ferait pour pouvoir les nourrir comme ça lorsque, à leur tour, ils inviteraient les Blancs. Le représentant de l'ordre devina ses pensées et demanda à son interprète de lui assurer que la prochaine fois, il s'arrangerait dans une totale discrétion. Quelques mois plus tôt, on vous donnera quelques cochons, 2 ou 3 vaches, et personne n'en saura rien, ajouta le traducteur de son propre chef. Le leader des Miwokwa embrassa son nouvel ami. Miponta s'était approché de John, qui était peut-être le seul à ne pas s'amuser. Tout le monde riait, sauf lui. Elle chercha à croiser son regard et lui sourit. Il la regarda. Elle prit sa main et l'invita. C'est ainsi que dans sa tribu, une femme disait à un homme qu'elle le désirait. Certes, le visage pâle avait d'autres coutumes, mais l'autre devinerait. Il se leva, regarda le shérif qui lui signala qu'il pourrait se passer de lui, et partit vers son hôtel. Le directeur, méfiant des sauvages, surveillait son établissement. Il râla un peu quand il vit l'Indienne. « Quelque chose ne va pas ?» lui demanda John d'un ton dur. « Vous comptez la tuer ici ?» John resta immobile, l'autre continua. « Essayez de ne pas salir. » Si les yeux de John avaient été des revolvers, ce ne serait pas l'Indienne qui serait morte cette nuit-là. Il prit sa clé de la main gauche et emmena la jeune fille dans sa chambre. Au loin, par la fenêtre, il aperçut des cavaliers qui se dirigeaient vers le campement indien. Il eut peur que la Miwokwa les aperçoive et se retourna vers elle. À 100 lieues de ses préoccupations, elle s'était déshabillée et s'approchait de lui, toute heureuse. Elle avait vaincu toutes les jolies dames du village de l'Homme Blanc et vivait son jour de gloire. Ils s'aimèrent longtemps et plusieurs fois. Elle n'était jamais rassasiée. Maintenant, il se reposait sur le lit. Elle s'était endormie, la tête contre sa poitrine. Lui, sur le dos, regardait le plafond. Avait-il pris la bonne décision? N'y avait-il vraiment aucune autre solution? Plus il y pensait, plus il se persuadait qu'il avait bien agi. De toute façon, les Indiens seraient morts. Au moins, leur exécution aurait-elle été rapide, propre et sans souffrance. Il leur aurait évité viol et torture, car il connaissait l'humain lorsqu'il goûtait le sang. Aucune horreur ne le retenait, et son imagination était sans bornes. Tout à coup, des coups de feu retentirent, ça commençait. Réveillant en sursaut, sa jeune compagne se précipita vers la fenêtre et regardait éberlués leurs hôtes assassiner ses frères et sœurs. Il fallait absolument qu'ils interviennent. Elle se retourna pour demander son secours. Elle eut à peine le temps de voir John lui tirer 2 balles en plein cœur. Elle mourut sur le coup. Il s'approcha de la fenêtre et regarda le spectacle. Il avait été formel. S'il apercevait le moindre viol, la moindre souffrance, les Indiens trouveraient un allié inattendu, mais d'une efficacité redoutable. Le shérif l'avait rassuré. On les veut morts, mais nous ne sommes pas des monstres. Les Miwokwa, drogués, étaient achevés d'une balle dans la tête. En 1 heure, tout fut fini. Toute la nuit, il resta assis, au pied du lit, regardant hébéter le corps de la jeune fille. À un moment, il entendit des applaudissements et des hurrahs accueillir ses collègues qui revenaient du camp. Les héros étaient de retour. Au petit matin, John sortit. Les habitants étaient restés éveillés toute la nuit pour ranger le massacre. Au début, ils avaient été un peu mal à l'aise. Puis ils s'étaient habitués, se déculpabilisaient petit à petit en ironisant sur le mauvais goût des Indiens. Ils se mettaient à 2 pour porter un cadavre. Il y en avait toujours un qui trouvait un bon mot afin de détendre l'atmosphère. Le pasteur allait d'un à l'autre pour leur dire qu'ils avaient bien fait et qu'il n'existait pas d'autre solution. Au lever du soleil, ils ne ressentaient plus rien et transportaient leurs victimes comme s'il s'agissait de troncs d'arbres. Ils s'étaient blindés et vainquaient leur fatigue en ne cessant d'éclater de rire. L'arrivée de John les refroidit en les ramenant à la réalité. Ils le regardèrent, silencieux. Comme promis, personne n'était scalpé.
lui cria un des villageois que les autres invitèrent vite au silence. Ils n'ont pas souffert, déclara une jeune fille qui deviendrait notable et ferait plus tard l'admiration de son entourage pour sa classe, sa dignité et sa charité toute chrétienne. En attendant la fin de sa vie où il comprendrait qu'il avait été un salaud, John, sans un mot, sans un regard, prit son cheval et s'en alla. « Attendez, votre part !» cria le shérif. « Donnez-la à l'hôtel. J'ai sali. »